Vous écoutez Pascal Praud et vous recevez Pascal Jean-Baptiste Bladier, vice-président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Je le remercie grandement d'être avec nous, monsieur Bladier. Et je pense aux auditeurs qui nous écoutent qu'on sans doute besoin d'avoir 2 ou 3 informations. D'abord, vous êtes procureur depuis combien de temps ? Ça fait 12 ans que je suis chef de parquet et 22 ans que je suis magistrat du ministère public. Donc forcément, vous avez une expertise sur la dureté ou pas de la justice, sur les peines qui sont prononcées ou pas. Le parcours d'un procureur, il passe par l'École nationale de la magistrature. Voilà. En tout cas, mon parcours, ça a été de faire des études de droit et ensuite de passer le concours de l'École nationale de la magistrature à Bordeaux et d'être formé, mais principalement sur le terrain, au cours d'un long stage qu'on appelle le stage juridictionnel à Toulon. Voilà. Et ensuite, j'ai pris mon premier poste en 2002. Bon, 2 ou 3 choses sur l'affaire Philippine. D'abord, il y a la juge des libertés, donc, qui a pris la décision qu'elle a prise, donc, de libérer Monsieur Taha. Et si j'ai bien compris, elle écrit dans son jugement un risque de réitération de faits délictueux. Elle imagine qu'il y a une possibilité de nuire à l'ordre public, une menace à l'ordre public, mais elle le relâche quand même. Et si j'ai bien compris, cette dame ne peut pas prendre une autre décision. C'est en tout cas en filigrane ce que je perçois. Est-ce une réalité ou est-ce qu'elle aurait pu prendre une autre décision ? Le cadre qui s'impose à un juge, c'est celui de la loi. Mais la loi laisse toujours une marge d'appréciation au juge, sinon le juge ne sert à rien. Donc effectivement, là, dans cette situation, elle avait des critères légaux pour décider s'il était pertinent ou pas de maintenir ce monsieur en rétention. Le critère, c'était de savoir si l'administration rapportait la preuve que les autorités consulaires étrangères étaient susceptibles de délivrer rapidement ce laissez-passer consulaire. À partir de là, c'est elle qui, en fonction des éléments du dossier, forge sa décision. Mais un juge, il n'est jamais tenu de prendre une décision dans un sens ou dans un autre, dès lors qu'il agit dans le cadre de la loi. Ce que, à l'évidence, me semble-t-il, a fait cette collègue. Bon. Est-ce que cette dame, on va lui demander des comptes ? Parce que souvent, c'est ce qui existe dans l'opinion publique, de dire les juges ne doivent jamais rendre de compte à personne. Est-ce qu'il y a possibilité de sanction ? Est-ce qu'il y a possibilité également de regard sur la décision qu'elle a prise ? Alors, il y a différents niveaux de réponse à votre interrogation. D'abord, c'est une décision qui peut faire l'objet d'un appel. Donc, il peut y avoir une autre instance juridictionnelle qui est amenée à examiner la décision. Là, c'était plus de manière disciplinaire que j'entendais ma question. J'ai bien compris, voilà. Dans l'absolu, oui, bien sûr que les magistrats peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Il y a un organe disciplinaire qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature et qui rend chaque année des décisions disciplinaires. La question de fond que vous posez, c'est de savoir si un juge peut avoir à rendre des comptes sur la décision qu'il rend. Le critère qui s'impose, c'est celui de la légalité. Est-ce que la décision rendue par le juge est légale ? Parce que si on doit engager la responsabilité du juge à chaque fois que sa décision légale aboutit à un drame, ça veut dire qu'en fait, on tient le juge responsable d'une obligation de résultat. C'est impossible. Pour la simple et bonne raison qu'un juge, aussi compétent et expérimenté soit-il, ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Beaucoup connaissent peut-être le film Minority Report, vous savez, avec Tom Cruise, dans lequel on anticipe les crimes. Mais ça, c'est au cinéma, c'est pas dans la vraie vie. Elle écrit quand même qu'il y a une menace de l'ordre public, donc elle anticipe. Oui. Elle anticipe, elle dit, elle voit le dossier, elle dit attention, il y a quand même quelque chose. Est-ce que vous trouvez qu'elle a pris une bonne décision ? Pour répondre à cette question, il faudrait que je connaisse le dossier. S'il y a bien une chose que 20 ans de vie judiciaire m'ont appris, c'est que quand on n'est pas le dossier... j'ai envie de dire, on le connaît le dossier. Ah bah vous le connaissez peut-être, moi pas. Je connais, il y a 2 ou 3 éléments qui sont assez importants. Vous voyez, la réponse que vous apportez, je ne la partage pas. Évidemment, c'est votre droit. Évidemment que vous ne connaissez pas tout le dossier, mais vous en connaissez suffisamment. Non. Un homme condamné à 7 ans... Non, je ne connais pas le dossier, je connais ce que les médias en disent. Non. Et quand vous jugez une personne, vous ne jugez pas un dossier, vous jugez une personne, Monsieur le procureur, vous savez la sanction qu'a eu cet homme. Cet homme a été condamné à 7 ans de prison pour un viol. Donc c'est quasiment la peine maximum pour un viol lorsqu'on est mineur. Ça veut dire quand même que la gravité des faits était reconnue. Nous sommes d'accord. C'est pas un élément neutre. Quand même. Donc vous dites, je ne connais pas le dossier. Moi, j'interprète plutôt, et je vous comprends d'ailleurs, vous êtes dans votre rôle, j'interprète plutôt votre réponse comme une volonté, ce que je vois souvent d'ailleurs chez les magistrats,
de ne pas prendre parti et d'une forme de réflexe corporatiste et de ne rien dire sur cette juge des libertés. Voilà comment je l'interprète. Le réflexe corporatiste aurait pu m'inciter à rester dans mon cabinet aujourd'hui. Vous avez raison. Pro. Et je vous remercie d'ailleurs d'être avec nous. Ça aurait été indiscutablement plus confortable. Non, la difficulté, c'est que je comprends votre point de vue, mais il faut que vous acceptiez que moi, je suis soumis à des règles. Je suis tenu à un devoir de réserve. Donc, par exemple, je ne dois pas exprimer mes opinions politiques. Les opinions politiques du citoyen Bladier n'intéressent personne. Et par ailleurs, je suis tenu à une exigence déontologique. Voilà. Je n'ai pas à me prononcer sur un dossier que je ne connais pas. Et je me permets d'ajouter que c'est aussi le fruit de mon expérience. Vous l'acceptez pas. Vous pensez que c'est... Je préfère la première réponse à la deuxième partie. Vous pensez que c'est un repli. Non, mais moi, je vous le dis. Précisément parce qu'il ne s'agit pas de juger un dossier, mais une personne. Quand on n'a pas connaissance du dossier et de la personne, on ne peut pas se prononcer complètement et utilement. Deuxième chose qui nous étonne toujours, et j'emploie très souvent une expression lorsqu'il y a un drame, c'est, j'emploie l'expression ouvrir le capot. Donc on voit à travers ce drame tout le fonctionnement de la justice française, mais pas que la justice française également, mais les échanges avec les nations qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants criminels ou délictueux. Bon, on me dit le 3 septembre que le procureur n'est pas sur place au moment de l'audience. C'est Thibault de Montbrial qui le disait hier. C'est-à-dire que le procureur, il est là, c'est le parquet. J'ai envie de dire, il est là pour me défendre. C'est le représentant de la société. C'est ça le parquet. Hein, c'est vraiment le représentant de la société. Et il n'est pas là le 3 juillet. Alors pourquoi n'est-il pas là? Est-ce une faute? Et est-ce qu'il y aura également une enquête pour savoir pourquoi il n'était pas là? Non, ça n'est pas une faute, parce que c'est un mode de fonctionnement courant qui est rendu incontournable par la réalité des moyens dont nous disposons. En fait, un procureur de la République, c'est un décideur public, un comptable des deniers qu'on lui confie, et il doit en permanence faire des arbitrages. La réalité des choses, pardon, je sais très bien qu'on va dire « Ah, encore le débat sur les moyens de la justice ». Mais les choses sont ainsi. Je dirige le 15e parquet de France, qui devrait comporter 20 magistrats, 18 à ce jour. Demain, si la loi de programmation sur la justice est maintenue, il en comportera 23. 3 postes supplémentaires, en l'état des finances publiques de notre pays, c'est un effort extrêmement important et qui m'oblige. Pour autant, si mon parquet était doté des mêmes moyens que la moyenne des pays du Conseil de l'Europe, 47 pays, l'Union européenne plus 20, je dirigerais une équipe de 67 magistrats, Monsieur Pro. 67. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 20 magistrats. Alors effectivement, je dois faire des arbitrages en permanence et faire des choix. De là où je déploie mes moyens et mes ressources, parce que j'ai un volumétrie d'audience extrêmement élevé. Pour qu'on comprenne, c'est un problème humain, dites-vous, et je voudrais précisément le comprendre mieux que cela encore. Le 3 septembre, combien de personnes peuvent être à cette audience? Seul le procureur et seul le substitut? Et le substitut de la République et le procureur, il y a que 2 personnes. Vous avez un juge. Oui. Mais qui peut représenter le parquet? Je pose la question différemment. Un magistrat du ministère public. Et il y en a combien à Metz? Je ne sais, 16, je crois. 16. Donc il n'y a aucun des 16 qui peut être là ce jour-là. Et vous me dites que c'est un problème de moyens. Moi, je peux vous dire, Monsieur Pro. Et il y a quelqu'un qui a violé. Pardonnez-moi, mais j'ai le droit de dire que c'est pas audible. C'est pas audible. Très bien. Eh bien, c'est moi, ce que je dis. Oui, je pense aux auditeurs qui nous écoutent. J'entends bien. C'est que vous avez quelqu'un qui va passer. Et effectivement, on va juger pour savoir s'il reste ou pas dans ce centre de rétention administrative. On a un dossier, j'imagine quand même, c'est pas que des dossiers comme ça qui arrivent sur le bureau, qui a violé, qui est donc potentiellement un récidiviste, parce qu'on sait très bien... que pensez-vous que les magistrats du ministère public de Metz faisaient pendant ce temps-là? Je voudrais savoir. Pensez-vous qu'ils étaient en train de tailler les crayons? Eh bien, c'est ça que je voudrais savoir. Alors, je vous explique. Est-ce qu'il y aura une enquête? Je vous explique. Ils étaient à la permanence pour gérer les dizaines de gardes à vue chaque jour et des violences conjugales. Ils étaient à l'audience pour requérir l'application des peines. Ils étaient devant les juges d'application des peines pour assurer l'exécution des peines. Ils étaient devant le tribunal de commerce pour assurer les procédures collectives, puisque notre présence est obligatoire. Ils étaient en audience civile pour assurer la représentation du ministère public en tout ce qui concerne les tutelles, parce que notre présence est obligatoire. Ils étaient au contact des élus qui nous demandent de venir les rencontrer. Je pose la question différemment. Ils étaient au moins au courant que cette audience existait. C'est-à-dire qu'ils ont jugé qu'il ne fallait pas y aller, ou ça peut passer à travers les radars?
Non, bien sûr qu'ils sont informés. Ils sont informés du résultat de l'audience et ensuite, en fonction du résultat, ils prennent leur décision. Est-ce qu'il y avait au courant Oui, bien sûr. Ça, on en est sûr. Oui, bien sûr. Je connais pas le fonctionnement. Non, je vous le dis. Donc là-dessus, ils savaient que cet homme allait passer. Oui. Enfin, ils savaient qu'il y avait une audience concernant des examens de... Ils savaient qu'il y avait une audience au cours de laquelle un certain nombre de gens qui étaient en retenue depuis un certain temps allaient passer devant le JLD. Mais avec le dossier quand même, j'imagine. C'est pas... Non ? Non, on n'a pas forcément. On sait qu'il y a un certain nombre de dossiers qui passent. Oui, mais ça dépend du dossier quand même. Faut savoir, on se déplace pas de la même manière pour un violeur que pour quelqu'un qui est là à voler une pomme quelque part. Oui, il me semble. Sauf que vous attendez de moi que je ne fasse pas trop de droit, donc je ne vais pas rentrer dans les distinguos subtils entre la compétence du juge administratif et la compétence du juge judiciaire en matière de rétention administrative. Mais la rétention administrative, ça n'est pas du tout le cœur de mission du ministère public. Ça n'est pas du tout la mission, le cœur de mission du procureur de la République. Bon, bah alors voilà. c'est le cœur de mission, c'est l'action. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Non, c'est ce que j'entends. Non, c'est parce que vous m'écoutez mal. Il est 12h. Il est 12h et d'abord je vous remercie. Pardonnez-moi, je pose simplement les questions que les gens se posent. Je vous assure, ne voyez dans ce que je dis rien de personnel. Il y a rien de personnel là-dedans, vraiment rien de personnel. Je ne le prends pas comme tel. Et j'imagine les gens je ne serais pas là. Voilà, les gens qui nous écoutent, ils se posent ces questions-là et moi je suis un Français comme les autres. Mais je vous assure que le jour où j'aurai 67 magistrats au lieu de 20, je ferai bien plus. Bon, restez avec nous et je vous remercie grandement d'être avec nous. Baptiste Bladier est procureur de Meaux. On a eu donc un échange pour essayer de comprendre. Alors, à la fin de notre échange, je me dis qu'il n'y a aucun dysfonctionnement, selon vous, de la justice française. La question première, encore une fois, c'est de savoir si ce qui a été fait est conforme à la loi. Non mais attendez, si vous considérez qu'effectivement la justice dysfonctionne dès lors que, à la suite d'une décision, quelqu'un qui est remis en liberté commet une horreur, ça veut dire encore une fois que vous attendez des juges qu'ils aient une obligation de résultat, qu'ils puissent sonder les reins, les âmes et les cœurs pour anticiper sur les horreurs que les gens pourraient faire. Donc, moi je suis là pour poser des questions d'une certaine manière, pas que pour poser des questions. Et ma réponse ne va pas vous satisfaire, il ne m'appartient pas de répondre. Mais en tout cas, la question de savoir... Non, il n'y a pas de dysfonctionnement selon vous sur le plan il ne m'appartient pas de répondre, sur le plan... En l'état des informations dont je dispose, grâce à vous, Monsieur Pro, et grâce aux médias, je n'ai pas le sentiment, je ne peux pas dire autre chose que la décision qui a été rendue ait été non conforme à la loi. Mais les Français, évidemment, n'ont pas, eux, ce sentiment. Ils ont le sentiment qu'il y a eu, durant... Mais parce que je respecte l'émotion de mes concitoyens. Ouais, mais c'est pas parce que de l'émotion. Je la partage. Non, mais j'entends bien, Monsieur Pro. Mais encore une fois, donc ça veut dire que votre discours, de manière sibyllin, veut dire qu'il faut que nous soyons tenus à une obligation de résultat. Non, alors je propose une solution. J'ai une solution, Monsieur Pro. Condamnons, ne prononçons que des peines maximales. Construisons un système de fixité des peines. On va coller le max à tout le monde et ça va régler le problème. Parce que si, effectivement, une fois qu'ils auront exécuté la peine maximale, ils ressortent de prison et qu'ils recommencent, ce ne sera pas la faute du juge. Quel est le statut juridique aujourd'hui d'une personne sous OQTF ? Est-ce que c'est un délinquant ? Non. Ça n'est pas un délinquant. Alors, quel est son statut juridique ? C'est un retenu administratif. S'il est en rétention ou c'est une personne qui est illégalement sur le territoire national. Donc ça veut dire que cette personne ne peut pas être arrêtée. Depuis quelques années. Depuis François Hollande, je crois. J'avoue que je n'ai plus la date en tête. Et à la suite d'une norme de l'Union européenne, le séjour irrégulier n'est plus une infraction pénale. Mais c'est juste inaudible en fait. Mais ça, monsieur, je n'ai pas à justifier la loi. Oui, mais j'entends bien, mais j'imagine que les gens qui nous écoutent disent c'est juste inaudible. Quelqu'un qui est en France en situation irrégulière n'est pas un délinquant. En fait, c'est un oxymore. Pardonnez-moi, monsieur Pro, mais ne me demandez pas plus que je ne puis. Mais j'entends bien, voilà, mais plus que je ne puis. Je suis tenu. Ma seule légitimité en tant que magistrat, c'est 1. La loi, 2. La loi, 3. La loi. J'entends bien. Avant de donner la parole à Marie-Christiane, il y a une justice qui est parfois idéologisée, dit-on, qui est d'autant plus... Alors, je peux citer, hier soir, j'étais avec Gilles-William Golnadel, avocat, qui expliquait que la justice, lorsqu'elle a en face d'elle des cols blancs, elle est infiniment plus dure que lorsqu'elle a des gens qui menacent la sécurité. Et qu'on envoie parfois en prison plus facilement des gens pour des raisons financières, qui a priori ne menacent pas forcément leurs congénères, que elle est plus indulgente en tout cas que pour ces délinquants à qui on trouve toujours des raisons, et notamment des raisons sociales, d'éducation, etc.
Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez avec les magistrats? Est-ce que vous diriez que la justice est idéologisée et qu'elle penche à gauche? La force de la justice, c'est d'être servie par des femmes et des hommes. La faiblesse de la justice, c'est d'être servie par des femmes et des hommes. Donc tout le travail du magistrat, c'est d'essayer en permanence de se méfier de lui-même. Alors évidemment, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, de bonne ou de mauvaise foi. Le juge, le procureur, qui essaie de faire son boulot correctement, il le fait avec sa conscience le mieux qu'il peut. Il doit, j'en suis persuadé, essayer le plus possible de taire ses affects. Mais ensuite, la loi ne lui demande pas autre chose que de juger dans le cadre de la loi et en fonction de sa conscience. À partir de là, quand un juge rend une décision, vous avez toujours quelqu'un pour penser que la décision est excessive et un autre pour penser que la décision ne l'est pas assez. Non, là, ma question elle est plus précise sur est-ce qu'il y a une idéologie dominante, un certain regard. On a le sentiment, par exemple, avec Monsieur Migaud, première chose que dit Monsieur Migaud, par exemple, la justice n'est pas laxiste. Et on a le sentiment que Monsieur Retailleau n'est pas tout à fait sur cette ligne-là. Donc c'est un sentiment que les uns et les autres ont, un regard qui est posé sur cette délinquance-là. Maintenant, je comprends qu'à la place à laquelle vous êtes, vous avez force. En fait, dans ces discussions, je pense que vous pensez quelque chose, mais que vous êtes à une place de retenue, ce que je peux comprendre, et que vous ne pouvez pas exprimer. Ça s'appelle le devoir de réserve. Non, mais je vais vous dire deux éléments de réponse, Monsieur Pro. Encore une fois, ma seule légitimité, c'est ma déontologie. Ma déontologie, c'est un devoir de réserve. Alors c'est évidemment frustrant pour les médias, parce que je suis comme tout le monde, je suis un citoyen, j'exerce mon droit de vote, mais non seulement ça ne regarde que moi, mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Voilà, je comprends. Juste un point, vous permettez? Je vous en prie. On parle du laxisme judiciaire. Et après, ça sera la pause et Marie-Christiane vous posera une question. Judiciaire. Il y a 20 ans, la justice, en 2000, ce sont des données de la Cour des comptes, prononçait 50 000 années de prison par an. 50 000. Aujourd'hui, dernier chiffre, 2019, 90 000. Oui, mais ça veut rien dire. Si, bien sûr que ça veut rien dire. Ça veut dire que le nombre d'années d'emprisonnement a augmenté de 70% en 20 ans. C'est du laxisme. Est-ce que c'est du laxisme, Monsieur Pro? Ce chiffre-là, il doit être étayé par ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, bien sûr, Monsieur Pro, mais la difficulté, c'est que le terrain, en l'occurrence aujourd'hui, il n'est fait que de cette dramatique situation à faire. Je cherche le mot pour être le plus humain possible, parce que je ne suis pas insensible, loin s'en faut, au drame que vit la famille de Philippine. Mais par hypothèse, celui qui est sorti hier a fêté ses 10 ans de libération après 20 ans de réclusion criminelle pour un homicide et qui n'a pas fait parler de lui, vous n'en parlerez pas, et c'est normal. Et donc vous allez juger la justice uniquement à l'aune, ce que je comprends, de ce drame. Mais encore une fois, celui qui hier a fêté ses 10 ans de fin de réclusion et qui n'a pas fait parler de lui, vous n'en parlerez pas. Non, je ne serai pas sur ce terrain-là. Je vois dans cette affaire de Tao, je vois des choses qui m'étonnent. C'est-à-dire que vous aviez un centre de rétention administrative dans lequel ce jeune homme pouvait rester encore 15 jours ou 3 semaines, et il est sorti avant, alors que le passe consulaire est arrivé 24 heures ou 48 heures après. Oui. Je vois donc là un dysfonctionnement. Je me dis une chose que tout le monde se dit, pourquoi cet homme n'est-il pas allé au bout des 90 jours de rétention administrative? Bien, parce que contrairement à vous, la juge ne savait pas ce qui se passerait le lendemain. Mais elle peut le garder quand même, puisqu'elle a les moyens de le garder. À condition, Monsieur Pro, elle peut le faire. À condition que l'administration, c'est la loi, à condition que l'administration rapporte la preuve que les autorités consulaires sont susceptibles de livrer, se laisser passer dans un délai strict et proche. Et elle n'avait pas la preuve? Je ne sais pas. Je ne connais pas le contenu du dossier. Bon, il est 12h15, Marie-Christiane va pouvoir vous interroger. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Marie-Christiane, qui était assez virulente tout à l'heure. Alors, Marie-Christiane, comme monsieur le procureur a accepté avec courtoisie de venir, je voudrais qu'on garde un certain tenue dans nos échanges. Bonjour madame. Bonjour monsieur le procureur, je suis très honorée évidemment de participer à cette conversation. Il ne faut pas, je suis un agent public qui rend des comptes, c'est normal. J'ai évidemment suivi avec beaucoup d'intérêt votre échange avec Pascal Praud. J'ai écouté bien sûr tous vos arguments qui, vous vous en doutez, n'ont pas pu me convaincre forcément, parce que d'abord nous ne sommes pas sur le même niveau. Vous avez des compétences, moi j'ai juste une réaction épidermique et émotionnelle d'une simple citoyenne. Donc c'est tout à fait honorable, madame, je le comprends très bien. On ne peut pas se comprendre, parce qu'en fait, moi, ça me conforte dans l'idée qu'il faut absolument réformer et les lois et la justice.
ce que vous allez évidemment... Non, madame, on est d'accord. Moi, voilà. je dis absolument pas qu'il faut pas changer les lois. Je dis absolument pas qu'il faut pas changer la justice. Voilà, je pense au contraire qu'il faut faire une réforme très profonde de la justice. En fait, c'est que pour moi, ce dont je souffre beaucoup dans mon exercice professionnel, je vais vous expliquer, c'est que mon obligation du quotidien, c'est de gérer des flux, d'essayer de faire en sorte qu'on juge vite. Et contrairement à ce que souvent les gens croient, on y arrive. Et en fait, le défi qu'il faudrait que je puisse relever, mais que je n'ai pas les moyens de relever, c'est de gérer du risque. De pouvoir vraiment rechercher la réponse pénale qui va produire un effet. Parce que vous savez, mon métier, c'est de demander que les gens soient punis. C'est pas très compliqué de punir les gens. Vous leur privez de leur liberté, de leur argent, de leur source, de leur patrimoine. C'est pas très compliqué. Le vrai problème, c'est de faire en sorte que la réponse pénale, la sanction, elle va produire un résultat en termes de prévention de la récidive. Et le grand drame de la justice française, en réalité, dont on ne parle jamais, c'est qu'on ne s'interroge pas sur ceux qui marchent. Prenons l'exemple des peines planchées. Moi, je n'ai aucune difficulté avec les peines planchées. Ce qui m'agace, c'est la pétition de principe qui est en faveur ou contre les peines planchées. Parce qu'en réalité, personne ne pose la vraie question. Est-ce que ça marche ? Est-ce que, durant les années au cours desquelles on a eu les peines planchées, il y avait moins de délinquance et moins de récidive ? Si la réponse est oui, alors il n'y a pas de débat. On met les peines planchées. Et la réponse, c'est qu'on ne sait pas. C'est bien ça le problème. Et pourquoi on ne sait pas ? C'est parce qu'on ne se donne jamais les moyens. On n'a ni l'argent, ni même la méthodologie pour construire des évaluations donc ça veut de dire nos politiques publiques. Ça veut dire que la justice est faite par des amateurs. Non, c'est que la justice, elle est faite par des professionnels, mais qui parfois, sur le plan de l'évaluation des risques, avancent dans le brouillard. Pardonnez-moi, mais dans l'entreprise privée, ça n'existe pas. Ce que vous dites là, dans une entreprise privée, n'existe pas. On se donne les moyens d'avoir les informations qui nous permettent d'être plus efficaces. Oui, dans l'entreprise privée, monsieur, vous gérez votre budget et vous l'administrez comme bon vous semble, ou comme vous estimez devoir le faire. Et pas dans la justice. Mais vous me disiez tout à l'heure, et en parallèle, c'est que vous aimeriez par exemple des départements criminologie. Oui. Qui n'existent pas. Et là, ça rejoint un peu ce que vous dites là, c'est-à-dire que la justice française n'est pas assez performante aujourd'hui pour traiter tous les sujets qu'elle a. C'est le même sujet. Bien sûr qu'il y a un problème. Mais pourquoi il n'y a pas de criminologie alors ? C'est une bonne question. Mais vous êtes des professionnels, c'est à vous de l'imposer. Moi, je ne peux pas juger. Mais est-ce que vous voyez que par exemple, avec un certain nombre de procureurs depuis quelques années, on expérimente hors de cadre légal, une justice on est allé piquer les idées aux anglo-saxons qui s'appelle les juridictions résolutives de problèmes, où on essaie de mettre en place des prises en charge beaucoup plus intensives que ce qui existe dans le cadre légal. Sauf que, moi, on construit ça notamment avec des associations, mais après, quand on monte ces projets, ensuite, il faut trouver le budget. Parce qu'un procureur, il n'a pas 1 euro à engager sur ses politiques pénales. J'entends bien, mais depuis le départ de notre conversation, vous me dites que vous n'avez pas assez de moyens. C'est quasiment la réponse à tout. Non, c'est pas la réponse à tout. Une des réponses, en tout cas, à tout, elle est importante. Alors, effectivement, c'est important. Je crois que sur 1 000 euros d'argent public dépensé, je crois que c'est 4 euros simplement qui va à la justice. Monsieur Pro, je mesure parfaitement ce que le discours que j'ai a d'horripilant de ce point de vue-là. Toujours les moyens. Mais pas j'ai 6 enfants, j'ai 6 enfants et je m'inquiète de la dette publique que je vais leur léguer. Mais la réalité est là, encore une fois. Mes homologues des pays européens, ils ont pour 100 000 habitants 4 fois plus de magistrats que moi. Alors forcément, ils font plus de boulot. En Allemagne, en Angleterre, c'est la moyenne au sein du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que nous, on a 4 fois moins de magistrats que l'Espagne, que l'Italie, que l'Allemagne, que l'Angleterre. La moyenne au sein du Conseil de l'Europe, c'est 47 États. C'est 11 procureurs pour 100 000 habitants. C'est 3 en France. Et ça depuis combien de temps ? De temps immémoriaux, je le crains. Mais c'est-à-dire que... Moi, ça fait 20 ans que je suis magistrat, ça a toujours été comme ça. Non mais la magistrature sous De Gaulle, la magistrature sous Giscard, la magistrature sous Mitterrand. J'ai pas la culture historique suffisante pour vous dire. J'ai le souvenir, vous voyez, quand j'étais à l'école, d'un cours d'un historien du droit qui avait étudié tous les budgets de la justice depuis le Premier Empire et qui démontrait que, structurellement, pour des raisons politiques spécifiques à chaque régime politique, le budget de la justice a toujours été le parent pauvre des budgets publics. Voilà. Bon. Et pour autant, il faut être juste. Et je suis pas là pour rendre hommage à qui que ce soit, mais le précédent ministre, on a obtenu efficace. Un budget historique. D'accord. Et il faut lui rendre justice, et rendre justice surtout à la nation qui consent l'effort. Bien sûr. Alors, 2 choses pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je parlais de la musique. Je parlais de l'idéologie possible dans la magistrature. Je ne vais pas vous redemander votre avis parce que vous ne répondrez pas, sans doute, mais quelqu'un me précise, le mur des cons, ça a existé quand même. Alors, je vais être très clair, monsieur Pro, et là, peut-être que ma réponse va vous surprendre.
Je n'entends pas. Ça fait des années que je subis avec des collègues l'opprobre d'un comportement que je décris avec la dernière vigueur. Je ne suis en rien solidaire ou responsable des errements déontologiques, d'ailleurs qualifiés de délits par la justice, d'un certain nombre de mes collègues. Voilà. Je n'ai donc pas à répondre. Je n'ai donc pas à répondre non, mais de ça ce existait. comportement. Je suis d'accord avec vous, ça existait, c'est tout ce que je dis. D'accord. Et puis, mais je plaide non coupable et non solidaire. J'ai bien compris. Et j'ai bien compris. Et puis l'autre chose, effectivement, où on pouvait vous apporter la contradiction, c'est sur cette circulaire, par exemple, quand on dit changer la loi. La circulaire, il faut apporter la preuve que la circulaire va arriver pour le laisser-passer consulaire. Le laisser-passer, oui, le laisser-passer consulaire, pardonnez-moi. Et quelqu'un me dit, est-ce qu'il ne faudrait pas apporter la preuve, non pas que la circulaire, le laisser-passer consulaire ne va pas arriver, mais plutôt la certitude, plutôt que la certitude qu'il va arriver. D'inverser, si tu veux, si vous voulez. Non, mais qu'il faille changer la loi. C'est pour ça que ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse dépasser les passions qui sont légitimes. Mais mon discours n'est absolument pas de dire, après le drame qu'on a connu, circuler, il n'y a rien à voir, nous nous posons aucune question. Certainement pas. Mais contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, ce genre d'affaires, ça nous prend aux tripes. Et avec les équipes, on les débriefe. On les analyse, on essaie de comprendre ce qui n'a pas marché. Et c'est pas parce que ça s'est passé à Metz qu'on se dit ça se passera pas chez moi, donc tout va très bien. On va marquer une pause. Paraît-il qu'il y a une nouvelle prison à Troyes qui a été ouverte et elle est vide parce qu'il n'y a pas assez de personnel pénitentiaire. J'avoue que je ne sais pas. Il est 12h27, à tout de suite. Encore quelques minutes avec Monsieur Bladier, vice-président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Et c'est vrai que c'est bien lorsque vous venez dans les médias, et je pense que vous avez tout intérêt à venir, surtout pour expliquer et faire un peu de pédagogie, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de morgue parfois dans la justice et de froideur, et c'est bien donc d'expliquer, me semble-t-il. Oui, ça me coûte beaucoup de vous entendre, mais voilà, j'espère avoir fait diminuer le taux de morgue et de froideur. Mais ce n'est pas votre cas. C'est la justice, parfois, qui est perçue comme ça. Parce que la justice, elle est tenue, encore une fois, et je sais très bien que c'est pas compatible avec les exigences du débat médiatique, mais encore une fois, le magistrat, il n'est légitime que s'il la ferme, pour dire les choses clairement, en réalité, puisqu'il n'est pas censé participer au débat politique. Voilà, donc est-ce-qualité, il n'a qu'un droit, se taire. D'expliquer les procédures comme vous le faites ce matin, c'est intéressant, c'est un exercice de pédagogie qui permet de comprendre. Vous-même, vous êtes frustré quand je vous réponds que sur le fond, je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas le dossier ou parce que ma déontologie m'interdit d'eux. Vous contenez votre frustration, mais elle est là. La frustration, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais en tout cas, Philippe est avec nous et Philippe va pouvoir puisque dans cette émission, c'est aussi une des règles que nos invités puissent échanger avec des auditeurs. Philippe qui est routier et qui nous appelle de temps en temps. Bonjour Philippe. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Philippe. Excusez-nous de vous déranger, on aimerait un peu plus d'enthousiasme dans votre bonjour quand même. Je vous dis simplement bonjour, il n'y a pas de souci. Bon, quel est votre sentiment sur la justice française et quelles questions auriez-vous à poser à un procureur de la République ? Alors déjà, moi j'étais choqué d'entendre des gens parler de Guantanamo, de peine de mort. Enfin voilà, en France il y a une justice. Malgré le fait que pour vous la justice a une idéologie, donc est classée à gauche obligatoirement. Mais si elle était à gauche, il y aurait peut-être plus de voleurs à col blanc qui seraient derrière les barreaux. Donc voilà, j'étais assez choqué de votre prise de position par rapport à ça. En même temps, c'est dans la digne ligne éditorialiste de CNews et de Europe 1. Donc voilà. En tout cas, la parole est libre sur cette antenne puisque c'était moi la cible et c'était pas Monsieur le procureur. Mais est-ce que vous avez... ce que vous avez dit, parce que ce que vous avez dit m'a fait bondir. Mais je vous dis, la parole est libre et ça ne me dérange pas. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous posiez une question intéressante à Monsieur Bladier ou que vous ayez une remarque à faire. Non, la seule remarque que j'aurais à faire, c'est... Je vous remercie. Elle était pour vous. C'était pas une balle perdue, comme on dit. Mais il n'y a pas de souci, d'ailleurs. Moi, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. J'ai voulu étayer ma position, qui n'était pas la mienne, d'ailleurs. Je rapportais la position de Gilles William Goldnadel, avocat, qui soulignait que parfois, les clients qu'il a sont mis en prison plus rapidement que d'autres et restent en prison plus rapidement que d'autres parce qu'il y a une volonté parfois
avocats de faire payer plus fortement la délinquance en col blanc qu'une autre délinquance. Si c'est un avocat qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Monsieur Bladier, c'était un avocat. Mais par exemple, moi, beaucoup d'avocats me disent cette chose. Merci beaucoup, Philippe, et je vous remercie grandement d'être intervenu. Beaucoup d'avocats me disent, des vieux avocats me disent, il y a 30-40 ans, j'étais en sécurité avec la justice parfois. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Ils me disent précisément, il y a 30-40 ans, je pouvais dire à mon client, voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus en sécurité avec la justice. Et disent-ils, et ça c'est quelque chose qu'ils rencontrent, notamment dans des jeunes magistrats, il y a parfois tout simplement de l'incompétence. Des gens qui sont mal formés et qui ne sont pas au niveau de ceux qu'ils pouvaient avoir, et ils sont effectivement... mais vous n'imaginez pas le nombre d'avocats que j'entends rapporter ça. La deuxième chose que j'entends de tous les avocats, c'est qu'un juge d'instruction, eh bien, il instruit à charge et jamais à décharge. Mais le propre de l'avocat, et c'est la grandeur de son métier, et des clients aussi, hein, oui. Si j'ose dire. Oui. Les clients me disent, quand je suis passé dans... Je m'apprêtais à vous dire que la grandeur de l'avocat, c'est d'avoir chevillé au corps le seul intérêt de son client, a fortiori le dit client. Donc à partir de là, que voulez-vous ? Mais le juge d'instruction... Ils ont leur appréciation. Oui, le juge évidemment. Parce qu'effectivement, quand le juge d'instruction n'est pas convaincu par l'argument de l'avocat et qu'il renvoie le client devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, l'avocat vous dit, le juge est nul. Oui, c'est son droit. Bon, ça c'est la première chose. Et le simple observateur que je suis, je me rends compte que parfois entre l'appel et entre le premier décision, et c'est un échange que j'ai régulièrement avec Philippe Bilger, il y a une décision qui va dans un sens, et puis en appel, il y a une décision qui va dans le sens exactement contraire. C'est le même dossier. Sur la culpabilité ou sur la peine ? Ah non, sur la culpabilité. Et c'est le même dossissier parfois. Donc tu te dis, qu'est-ce qui a changé ? Moi, j'avais cité, et alors c'était Dupond-Moretti d'ailleurs, c'était le maire de Georges Tron. Maire de... Bon, en premier appel, cet homme, il est innocenté. Ouais. Bon, en deuxième appel, il est condamné à 2-3 ans de prison. Ouais. C'est le même dossier. Ouais. C'est le même dossier. C'est vrai, la justice est humaine, c'est un vrai problème. Non, mais c'est-à-dire que c'est ça. La loi, par exemple, vous savez, si un jour vous êtes juré d'assises, vous êtes dedans, Monsieur Pro, mais j'entends bien. Je peux vous dire que ça doit vous faire drôle. C'est un vrai problème. Parce que vous direz. Donc il faut remplacer les juges par l'intelligence artificielle. Monsieur Pro, si un jour vous êtes juré d'assises, la seule chose que la loi vous demandera, c'est quel effet les preuves ont fait sur votre intime conviction. Votre intime conviction ne sera peut-être pas celle de votre consoeur assis à votre côté. Voilà. C'est la réalité des choses. La grandeur de la justice, c'est d'être servi par des femmes et des hommes. La faiblesse de la justice, c'est d'être servi par des femmes et des hommes. Oui, précisément. C'est pour ça que quand on dit la justice est laxiste, on étudie un cas, on met tout le monde autour d'une table et vous aurez 10 peines différentes. Moi, quand par exemple je requiers, 1 an ferme, et que le juge prononce 6 mois sursis, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. C'est pas comme ça que la seule question c'est, est-ce que la peine est légale ? Bon, si déjà la peine est illégale, il y a un problème. Si la peine est légale, qui a raison, qui a tort ? C'est la perception. On ne peut pas demander au juge de faire autre chose que de juger selon sa conscience dès lors qu'il respecte la loi. Sinon, effectivement, il faut avoir des cadres restrictifs de la marge d'appréciation du juge. Mais ça, c'est au législateur de définir le périmètre de liberté du juge. Bon, dans les questions que les uns et les autres se posent, quels sont vos rapports avec un ministre de la Justice ? Quand on est un magistrat important comme vous, un procureur, est-ce que le ministre, vous le rencontrez ? Est-ce qu'il vous demande votre avis ? Est-ce que il vous teste ? Est-ce que il prend le pouls de ses procureurs ? Est-ce qu'il arrive avec une idéologie ou avec des principes ? On a envie de savoir comment de l'intérieur les choses se passent. Alors sur le plan de la loi, c'est très clair. Le ministère public, c'est une pyramide au sommet de laquelle il y a le garde des Sceaux. C'est clair. Il a un certain nombre de prérogatives. Il peut donner des instructions, mais qui soient exclusivement générales. Donc, il ne peut pas dire, Monsieur Blady, dans le dossier machin, vous allez faire comme ça. Il peut dire, je souhaite que, face à tel phénomène de délinquance, mesdames, messieurs les procureurs généraux et mesdames, messieurs les procureurs, vous agissiez dans ce sens-là. Ensuite, ces instructions sont déclinées au niveau des cours d'appel par les procureurs généraux. Ils sont 35. Et ensuite, les procureurs généraux, ils ont autorité sur les 160 ou 64 procureurs de la République de France. Voilà. Ensuite, oui, bien évidemment, on rencontre notre ministre. Moi, j'ai été amené plus particulièrement ces dernières années, puisque j'ai été élu par mes pairs au conseil d'administration de la conférence des procureurs, c'est-à-dire l'organisme qui représente les procureurs. Mais sinon, il est tout à fait usuel qu'un garde des Sceaux réunisse les procureurs généraux et les procureurs de la République pour délivrer ses instructions.
Et naturellement, les procureurs, comme du côté des magistrats du siège, les présidents et les premiers présidents, et les magistrats de terrain, enfin qui ne sont pas chefs de juridiction ou de cour d'appel, sont associés à de très nombreux groupes de travaux à la chancellerie pour avancer les réflexions sur des tas de sujets. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la magistrature française ? Je suis rentré à l'ENM en janvier 2000 et je suis en poste depuis septembre 2002, donc 22 ans. Est-ce que vous diriez que la société française, la délinquance française, la criminalité française va moins bien ou va mieux qu'il y a 25 ans ? Alors, je vais vous faire une réponse avec cette nuance. C'est que je pense déjà qu'à l'époque, j'ai commencé à Angers et que la région me paraissait moins criminogène que celle où j'œuvre actuellement. Voilà. Après, je vous le dis sans phare et sans difficulté, je suis effaré par le niveau de violence. Voilà. Effaré par le niveau de violence, notamment intrafamiliale, effaré par le niveau de violence faite aux femmes, effaré par le niveau de violence faite aux enfants, et je pense que nous minorons encore je sens venir la vague qui va submerger la justice, qui est la question de la violence sur les personnes âgées vulnérables, et oui, je me garderai bien de vous dire que tout va bien. Et tout ça vous paraît nouveau ou pire qu'il y a quelques années? La violence, par exemple. Vous êtes confronté à une violence souvent des très jeunes. Est-ce que vous diriez que lorsque vous avez commencé, cette violence-là n'existait pas? C'est très difficile de répondre à cette question, encore une fois, parce que c'est pas les mêmes zones, c'est très complexe. Si on prend l'exemple des violences conjugales, ou des violences faites aux femmes, plus largement, il y a une vraie interrogation sur, on sait qu'on en dénonce bien plus qu'avant, et c'est tant mieux. On sait qu'on n'en dénonce pas encore assez, et il faut qu'on arrive tous à faire en sorte que ça évolue. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Est-ce qu'on en dénonce plus parce qu'il y en a plus qu'avant ? Ou est-ce que c'est parce que la société a réussi à un peu progresser, à donner un peu plus confiance aux femmes, à les convaincre un peu plus qu'elles vont être écoutées, prises en compte, et que donc elles franchissent un... Alors, moi, intuitivement, ce qui m'a amené à penser que peut-être, on avait réussi collectivement ça, c'est que j'ai vu augmenter le nombre de dossiers dans lesquels j'ai pu retenir la circonstance de violence habituelle sur les femmes. C'est-à-dire que j'ai vu plus de femmes qu'avant venir dire « ça fait des années que ça dure ». Voilà. Et donc peut-être, et vraiment je dis peut-être parce que je ne suis pas sûr de l'argument que j'avance, mais je me dis que peut-être ça veut dire que collectivement on a réussi un petit peu, non pas à faire augmenter les nombres de violences conjugales, espérons-le que non, mais à donner la conviction à des femmes qu'elles peuvent faire confiance au système et venir dénoncer ce qu'elles subissent. Mais au-delà de la violence faite aux femmes, cette idée répandue dans l'opinion publique que la société française est plus violente qu'il y a 20 ans, est-ce que vous adhérez à cette sincèrement, idée? Il faudrait. Je sais que par exemple, qu'assez récemment, il me semble avoir lu une étude qui disait que le nombre d'homicides volontaires était reparti à la hausse après des années de baisse. Voilà, ça, c'est des objectifs sur lesquels on peut effectivement, qu'il faut assumer et affronter. Bon. Et si on se projette évidemment avec ce nouveau ministre qui va arriver, votre demande numéro 1 aujourd'hui, elle est d'avoir plus de magistrats, plus de moyens. C'est le maintien de la LPJ. Déjà, franchement, la LPJ, la loi de programmation pour la justice qui a été adoptée par le Parlement il y a un an de mémoire fin 2023. Voilà. Et je mesure bien que dans le contexte budgétaire, c'est déjà un défi, un enjeu. Mais vraiment, vous vous souvenez, tout ça, ça arrive après les États généraux de la justice. Il y a eu un diagnostic qui a été posé. Et encore une fois, oui, je sais bien, tout n'est pas une question de moyens. Et vous avez raison, tout n'est pas une question de moyens. Je vous l'ai dit, je plaide une évolution culturelle pour qu'on travaille sur la gestion du risque. Donc je ne suis pas en train de vous dire tout est une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. Et la priorité, elle est celle-là. Monsieur Bladier, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie grandement. Je pense que tous les procureurs, en tout cas la justice, a intérêt à venir sur les plateaux de télévision. Alors, évidemment, je ne suis pas sûr que tout le monde soit aussi doué que vous dans cet exercice de pédagogie pour répondre... Vous faites flagorneur sur la femme, c'est très aimable. Non, alors, écoutez, je suis toujours au plus près de ce que je pense, ce qui rend la vie assez facile pour moi. Pourquoi ? Parce que vous vous mettez à notre hauteur, si j'ose dire. Sans morgue, justement, sans distance, sans surplomb. Donc, vous parlez à travers moi à ceux qui nous écoutent et vous témoignez, vous rapportez l'avis d'abord d'un procureur et puis vous expliquez, sans jamais d'ailleurs botter en touche sur toutes les questions que j'ai pu vous poser. Donc, je trouve ça agréable, mais votre nature, sans doute, vous pousse à être dans la pédagogie et dans la conciliation. Merci, monsieur, et rendez-vous à Meaux, alors.